Joseph Duplex, le gouverneur rêvant de créer un empire fédéral français en Inde. Alors Joseph Duplex est né le 1er janvier 1697 à Landrecies, dans le Hainaut français, c'est-à-dire dans le nord de la France. L'année suivante, son père est nommé directeur de la manufacture des tabacs de Ploujean, en Bretagne. La famille se fixa à Brest, puis à Morlaix. Quand l'enfant eut 9 ans, son père le mit au collège des Jésuites à Quimper. De sorte que l'enfance et l'adolescence de Joseph s'écoulèrent entièrement dans cette Basse-Bretagne. Rentré dans sa famille, le jeune se sentit impérieusement attiré vers l'outre-mer. Son père entra dans ses voies et fit embarquer Joseph comme enseigne sur un navire de la compagnie de Saint-Malo. Premières armes au cours de plusieurs voyages vers l'Amérique et les Indes. Voilà. Alors on peut penser que le jeune Duplex est bien imprégné de culture bretonne, mais n'a pas eu l'expérience de la vie de marin qu'a déjà acquis un Mahé de la Bourdonnais à la même époque. L'officier, enseigne de vaisseau, n'est pas un matelot exécutant les manœuvres à bord dans des conditions beaucoup plus pénibles. Duplex bénéficie d'ailleurs très tôt des hautes relations de son père, qui fit entrer Joseph, d'abord comme 6e conseiller au Conseil supérieur de Pondichéry. Arrivé en Inde sur l'Atalante le 16 août 1722, Joseph Duplex finit par se retrouver 4e conseiller. Mais l'année suivante, l'arrivée d'un nouveau gouverneur, Beauvolier de Courchamp, ayant provoqué un remaniement du Conseil, Duplex passa au 2e rang. C'est en cette qualité qu'il séjourna à Pondichéry durant 9 ans, de 1722 à 1731. La pression de son père, haut fonctionnaire d'État, a dû être forte pour qu'on affecte son fils aux plus hautes fonctions, ce qui a pu déplaire à certains administrateurs en Inde. Dès le départ, Duplex y passe pour un petit protégé. En 1731, il est nommé gouverneur de Chandernagor. Et il s'y comporte déjà curieusement, puisqu'il négocie seul le droit de frapper monnaie auprès du nabob du coin, ce qui n'alla pas sans provoquer au moins une demande d'explication de Dumas, qui est alors gouverneur de Pondichéry. Mais de bonne noblesse par sa mère, Duplex possédait naturellement un tempérament de grand seigneur, au milieu de tous ces roitelets soumis aux grands Moghols, dont la cour de Delhi étalait un faste opulent, nous dit donc Georges Sebelo-Salagnac. Il délègue Duplex auprès du souverain un représentant qui devient son médecin et lui obtient des faveurs. L'aventure de Duplex, diplomate et conquérant, est dès lors commencée. Il est au courant de tout ce qui se passe à Delhi et naturellement du sérieux revers subi par les troupes du Grand Moghol en 1739 face aux Perses. Pour le renseigner, il a aussi le concours de la femme de son ami, Jacques Vincent. Jeanne Albert de Castro était la fille d'un chirurgien français et d'une mère métisse de Portugais et de Dravidiens. Monsieur Vincent mourut subitement le 17 avril 1741. Duplex, alors qu'il venait d'être nommé gouverneur général et commandant dans l'Inde à Pondichéry, épousa sa veuve, celle qu'on n'appellera bientôt plus que la Bégonne Cham. En effet, presque en même temps, Duplex recevait le titre prestigieux de Nabab. Au sommet de sa gloire, qu'il a toujours voulu, grâce à l'éclat de son épouse auprès des princes indigènes, il joue son rôle de Nabab en soutenant les uns, en complotant contre les autres, n'hésitant pas le cas échéant à renverser ses alliances. En 1746, la guerre
entre la France et l'Angleterre, qui menaçait depuis plusieurs mois, éclate. Une douzaine de navires marchands français sont pris par les Anglais. Venus des Mascareignes, l'escadre de la Bourdonnais arrive à Pondichéry et fait fuir les bateaux anglais. Le Malouin s'empare ensuite de Madras. Il signe le traité de capitulation et de restitution de la ville aux Anglais et en conflit ouvert avec Dupleix, dépité par l'orgueil de celui-ci, quitte l'Inde en y laissant ses troupes. Finalement, feignant d'ignorer les codes de l'honneur si chers aux Bretons, Dupleix garde les troupes de la Bourdonnais et les terres de Madras, à partir de quoi il allait construire son empire. Dupleix n'a pas l'esprit modéré et probe de ses prédécesseurs. Il ne respecte plus la parole donnée et surtout il a la folie des grandeurs. C'est ce qui va causer sa disgrâce. Ayant promis d'offrir Madras à son ex-allié Mahfouz Khan, il fait écraser sa petite armée qui en tente l'assaut. Puis, il imagine de s'emparer de Goudalour pour la lui donner en compensation, et aussi pour déloger les Anglais du fort Saint-David, menace constante à moins de 7 lieues au sud de Pondichéry. Malgré 7 tentatives, entre le 8 décembre 1746 et le 28 juin 1748, il n'y parvient pas. Entre-temps, le gouverneur avait continué son jeu d'intrigue, tant dans le Carnatique que dans le Décan, et à la cour du Grand Mogol. Avec une rare habileté, Dupleix divisait pour régner. La mort du Grand Mogol sonne alors la revanche pour ses ennemis maraths. Le nabab d'Arcot, s'attendant au pire, joue un double jeu avec Dupleix, dont il se méfie depuis l'affaire de Madras. Dupleix n'est pas dupe. Il sait que l'Angleterre paie les princes indiens du Carnatique pour préparer un grand coup contre Pondichéry. Le siège de la ville va durer 40 jours, durant lesquels Dupleix fait montre de qualité de chef indéniable. Finalement, les Anglais lâchent prise et se retirent. La présence française en Inde est provisoirement sauvée par la paix entre les deux nations européennes signée le 18 octobre 1848 à Aix-la-Chapelle. Ce traité restitue malheureusement Madras à l'Angleterre. Mais si les rois de France et d'Angleterre ne se font plus la guerre, Dupleix n'a pas décidé d'en rester là. Agissant de sa propre autorité, il mit en campagne une petite armée. Son meilleur officier, Bussy Castelnau, repousse le camp avancé des Maraths dans le Décan et y remporte plusieurs victoires, ce qui provoque la soumission de la plupart des princes autochtones. Par un système ingénieux qu'on appellera plus tard la politique du protectorat, Dupleix se substitue ni plus ni moins au Grand Mogol et l'on ne voit nulle part que celui-ci ait protesté. On peut dire qu'alors Dupleix est à l'apogée de sa carrière. Il ne lui reste qu'un problème sérieux à régler dans le Tamil Nadu, celui de Trichinopoly, où Muhammad Ali refuse de se soumettre et a reçu des renforts anglais conséquents. Toutes les tentatives contre Trichinopoly sont vouées à l'échec. Le désastre le plus retentissant ayant été la capitulation de Law, le neveu du financier, le 11 juin 1752. Pressé de toutes parts de faire la paix avec les Anglais, Dupleix doit entrer en pourparlers avec le gouverneur général. C'est un dialogue de sourds. Le chef britannique exigeant la reconnaissance des princes musulmans, dont celui de Trichinopoly, le chef français leur opposant les nababs du Grand Mogol, dont il assume quasiment la souveraineté. Les hostilités reprirent donc, mais à Paris,
la cause était déjà jugée. Les succès de Bussy dans le Décan, pourtant remarquables, notamment la paix avec les Marathes et l'affermissement de la présence française au nord du Carnatic, en direction du Bengale, ne pouvaient plus la faire rapporter. Le plus prestigieux des gouverneurs français de l'Inde est rappelé en France le 15 octobre 1754, ce qui ruine d'un trait 12 années de conquête d'un empire qui aurait pu faire non seulement la fortune de la France, mais peut-être celle de l'Inde elle-même, par le système politique astucieux que Dupleix avait mis en place, très proche du fédéralisme. Une tutelle française relativement souple, reconnaissant les princes locaux, assurant la paix intérieure et favorisant les échanges entre pays voisins tout autant qu'avec l'Europe. N'oublions pas que ce sont le Noir, la Bourdonnais, Dumas et Dupleix qui favorisent le commerce d'Inde en Inde. Ils y bâtirent évidemment leur propre fortune, mais firent aussi la fortune des Indiens les plus audacieux. Les directeurs de la compagnie à Paris ne pouvaient comprendre cette politique régionaliste qui, tout en favorisant le commerce au sein de l'Inde elle-même, y compris par les autochtones, permettait de pérenniser les échanges Inde-Europe. Ce qui est fait écrire au missionnaire Paulin de Saint-Barthélemy, contemporain des faits, « Si Paris était situé à Brest, Lorient ou Nantes, les idées changeraient, et les fausses et timides mesures que l'esprit concentré dans les terres fait trop souvent adopter feraient place à des conceptions vastes et hardies. » Plus tard, on dira que Dupleix a été démis de ses fonctions sur la foi de rapports truqués. Il fallait bien que les directeurs parisiens se justifient de leur incurie politique et économique. En fait, ils craignaient surtout de devoir partager les revenus importants que la compagnie engrangeait à Paris. Le commissaire du roi adressa à Dupleix une lettre qui est une véritable mise en demeure. Point de victoire, point de conquête, beaucoup de marchandises. Et lorsque l'envoi du gouverneur Godeheu, celui qui va remplacer Dupleix, fut décidé, le même commissaire rédigea les instructions en commençant par la remarque suivante. Ce qu'on a pu apercevoir des sentiments des actionnaires doit faire montre à M. Godeheu combien l'on craint que les principes de M. Dupleix ne prédominent. Et pourtant, les opérations militaires de ce dernier étaient guidées seulement par un souci de rentabilité pour la compagnie. Dupleix propose d'acquérir en Inde un revenu constant et abondant qui permettra d'éviter l'emploi de matières d'argent. Il s'agit d'obtenir l'autorisation de percevoir les impôts et d'affermer les terres domaniales sur une vaste étendue de territoire en mettant en place un gouvernement juste, solide et uniforme. Et les paysans et les artisans indiens, las des tyrannies militaires, devraient recevoir avec soulagement cette nouvelle domination. Dupleix, comme la Bourdonnais, a sans doute commis des fautes en s'octroyant des largesses sur les fonds de la compagnie. Mais il a permis aussi de procurer des revenus substantiels à des bureaucrates parisiens qui ne faisaient qu'enregistrer les recettes d'un commerce auquel ils n'avaient aucunement participé. Le départ de Dupleix, s'il arrange les Anglais, ne provoque pas la fin définitive des hostilités. La paix peu glorieuse établie en vertu du traité Godeheu ne dura pas longtemps. Le 17 mai 1756, la guerre était déclarée en Europe entre la France et l'Angleterre. La nouvelle ne fut connue en Inde que le 6 octobre. Les Anglais n'avaient à ce moment-là qu'1 millier d'hommes et les Français le double. Mais on tergiversa et les Anglais eurent tout le temps de recevoir des renforts
alors que la France fit un effort très insuffisant. À son retour en France, Dupleix n'est guère mieux traité que la Bourdonnais. Il ne va pas à la Bastille, mais fait l'objet de toutes les accusations de la part des responsables de la Compagnie des Indes et se retrouve ruiné et seul à sa mort en 1763. Son épouse indienne, la Begum, n'a supporté qu'un peu plus d'1 an l'austérité parisienne. Elle est décédée en 1756. Dupleix doit être ulcéré de voir, juste avant de mourir, l'immense empire indien qu'il avait formé, réduit à 5 petites villes côtières, Pondichéry, Chandernagore, Yanao, Karikal et Mahé, suite au minable traité de Paris. Désormais, vivant seul, désargenté, humilié, il ne peut que repenser aux longues années passées à Pondichéry, au rythme de la mousson, au pas majestueux des éléphants, au décor somptueux des fêtes indiennes. 100 fois il a dû regretter ce malheureux conflit d'ego qu'il a eu avec Mahé de la Bourdonnais à propos de Madras. L'un comme l'autre ont connu la disgrâce après la gloire. Celui qui a le mieux retracé, presque au jour le jour, l'affaire de Madras, reste Ananda Rangapule. Il a fait un journal. La prise de la ville est une idée de Dupleix et une opération de la Bourdonnais. Avant même l'arrivée de l'escadre française en Inde, le gouverneur de Pondichéry, Dupleix, envisage l'assaut de la place forte anglaise. L'occasion est trop tentante. Dupleix sait qu'il va disposer d'une force navale plus puissante que celle des Britanniques et qu'elle a à sa tête un des meilleurs officiers de marine, la Bourdonnais. Il attend donc son arrivée avec impatience. Bien entendu, la mission de la Bourdonnais est d'abord de détruire la flotte des Anglais et de récupérer les navires français qu'ils ont capturés. Dès la déclaration de guerre, les Anglais ont pris 12 navires français. Le 9 juillet 1746, l'escadre de la Bourdonnais arrive enfin à Pondichéry, non sans avoir essuyé une terrible tempête à Madagascar, et affronté pour la première fois dans le sud-ouest de l'Inde, l'escadre anglaise dont elle a fortement endommagé 2 bateaux et mis les autres en déroute. En pleine nuit, la Bourdonnais descend à terre pour rencontrer Dupleix. Après 1 heure d'entretien, le Malouin remonte à bord de son navire. À 8 heures du matin, on tira 15 coups de canon, seulement sur le navire que montait M. de la Bourdonnais. Et en retour, les gens du fort tirèrent aussi le canon. Le nombre de coups du fort n'est pas précisé. 3, 6, 9, 12, 15. Pour un événement et des personnages d'une telle importance, la canonnade aurait dû être beaucoup plus nourrie, en tout cas d'au moins 21 coups de canon. Dupleix et la Bourdonnais ne s'aiment pas. On pensera que c'est une déduction hâtive. Pourtant, après avoir débarqué une première fois en pleine nuit et réembarqué aussitôt, le Malouin reste toute la journée à bord et ne se décide à retourner voir Dupleix que dans la soirée. Rangana écrit « Ce même jour, à 5 heures, M. de la Bourdonnais est descendu à terre. Au moment où il descendait, on tira sur le navire 15 coups de canon. Aussitôt qu'il fut à terre et qu'il arriva au pied du rempart au bord de la mer, on tira 15 coups de canon. À l'exception du grand monsieur, M. Dupleix, les autres petits monsieur étaient venus au-devant de lui jusqu'au bord de la mer et l'emmenèrent avec eux. Au moment où il arrivait à la maison du gouverneur, Dupleix sortit jusqu'à l'endroit où garde la sentinelle. Ils s'embrassèrent l'un l'autre. Comme ils allaient dans la salle intérieure, on tira 15 coups de canon. Dupleix vient de faire un bel affront à la Bourdonnais, en n'ayant pas fait répondre aux salves adressées du navire et en ne venant même pas l'accueillir à la côte. Il est d'ailleurs très probable que leur premier entretien nocturne n'a guère été amical,
quelques jours plus tard, Ananga-Rangapoulé imagine les sentiments réciproques. Et voilà ce qu'il écrit par suite de tout cela. L'estime de l'un pour l'autre va en diminuant en dedans, quoiqu'en dehors, ils affectent de l'amitié. En fait, l'enjeu entre les deux hommes est déjà à Madras. Ils sont d'accord pour en faire le siège, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Le but de la Bourdonnais est d'anéantir les Britanniques sur mer, tout en profitant des richesses qu'ils ont amassées à Madras. Celui de Dupleix est d'agrandir la zone d'influence française sur terre, dans l'empire du Grand Mogol, très affaibli depuis le saccage de sa capitale Delhi par les Perses en 1739. Ajoutons à cela que Dupleix dédaigne les marins, ne leur rendant pas les honneurs dus à leur rang. Et Rangana écrit « Un capitaine d'un navire mort ce matin a été enterré ce soir. Il y avait une haie de 300 soldats. Les soldats tirèrent d'abord 3 fois, puis tous les vaisseaux tirèrent 21 coups de canon. Et enfin, dans le fort, on tira 7 coups de canon. Ces 7 coups-là sont une offense à la mémoire du capitaine. En n'ordonnant pas de tirer 21, comme l'ont fait les bateaux, Dupleix renoue avec la vieille rivalité qui opposait jadis l'armée de terre à la marine de guerre. Ce manque d'égard de Dupleix fait l'objet d'une certaine réprobation publique à Pondichéry. M. de la Bourdonnais a pris congé de M. Dupleix pour aller livrer bataille à M. Peyton, commandant des vaisseaux de guerre anglais. À ce moment, on a tiré 21 coups de canon. Les gens qui étaient là disaient, quand celui-ci a débarqué, la Bourdonnais, les tambours n'ont pas battu au champ, et on a tiré seulement 15 coups de canon. Du temps de M. Dumas, on avait battu au champ et tiré 21 coups de canon. M. Dupleix n'a pas fait ainsi. Avant d'embarquer, la Bourdonnais répond à ceux qui le flattent « Il ne faut pas me faire tant de compliments, donnez-moi plutôt congé », prouvant ainsi que pour lui, le respect d'un code d'honneur n'est pas une question d'orgueil. Tout puissant qu'il est sur terre, Dupleix n'a pas les compétences du Malouin sur mer. L'homme fait la valeur de la fonction, et non l'inverse. Voilà bien un atavisme typique que l'on reçoit très tôt, dès le plus jeune âge, en Bretagne, surtout si on est de famille de marins ou même de paysans. Avant de partir faire la course aux vaisseaux britanniques, voulant s'assurer du soutien des princes locaux, la Bourdonnais reçoit sur son navire leurs représentants avec toute la déférence nécessaire. Monsieur de la Bourdonnais donna au fils de Sangha Sahib un fusil avec baïonnette et au fils de Badé Sahib un fusil simple. La valeur de ces 2 fusils est considérable. Le journal de M. Rostaing dit que ces fusils étaient garnis d'argent. C'est un témoignage toujours de Rangapoulé. Finalement, c'est la Bourdonnais qui joue les diplomates dans la droite ligne de Lenoir et Dumas. Dupleix, en accédant à la plus haute fonction en Inde, a un peu oublié un héritage celtique qu'il avait sans doute moins ancré dans son subconscient. Il est désormais dans l'échelle de la pyramide du pouvoir central, prêt à toutes les compromissions, tous les retournements, pour satisfaire son ambition. Avec les faibles princes indiens ou ses subalternes français, il peut exercer sa tyrannie, imposer ses caprices. Face à un homme comme Mahé de la Bourdonnais, ce n'est plus la même chose. Il a affaire à un Breton, fier et énergique, qui ne cédera jamais, malgré toutes ses tentatives d'intimidation. Après une quinzaine de jours en mer, l'escadre française revient à Pondichéry. Elle a aperçu les vaisseaux anglais qui ont vite pris la fuite vers le sud.
Une partie de son équipage et lui-même étant malade, Labourdonnais a préféré rentrer à la base. Et voilà ce qu'écrit Rangapoulet. Hier soir, les 8 vaisseaux formant l'escadre sont arrivés droit dans la rade et ont mouillé. On n'a tiré 15 coups de canon seulement. Méfiant puis arrogant, Dupleix est devenu mesquin. Lorsqu'il apprend que les bateaux français n'ont pas poursuivi les Anglais, il commence à accuser Labourdonnais d'intelligence avec l'ennemi. Son accusation envers le Breton est infondée, mais elle témoigne de l'ambiance de l'époque. N'oublions pas que la Bretagne est rattachée à la France depuis 200 ans, qu'elle a le statut d'une province réputée étrangère, très pointilleuse quant à ses droits et usant pleinement de son autonomie parlementaire et fiscale pour contester les édits du roi. Le pouvoir parisien reste donc méfiant envers ces provinciaux qui ont une réputation d'indocilité. Dupleix a dans la tête l'a priori français qui dit que tout Breton peut encore s'allier avec les Britanniques pour contrer la France. Venons-en à l'affaire de Madras. Dupleix fait appel à Labourdonnais pour lui dicter ses ordres. Voilà le rapport de Rangapoulet. Monsieur lui dit, va à tes navires et prépare-toi pour faire la guerre. Mais à quoi? Répondit monsieur de Labourdonnais. L'ordre de la compagnie et l'ordre des ministres est de faire la guerre sur mer aux navires anglais et de les prendre. Ils ne m'ont pas ordonné de faire la guerre sur terre. Le Malouin a raison. Dupleix le sait. Mais il réalise aussi que leurs missions respectives sont presque contradictoires. Se confiant en aparté à son courtier Rangapoulet, Dupleix redevient plus sage et met lui aussi en cause le système de gouvernance trop centraliste de la France, preuve que son atavisme celtique est encore intact lorsque son orgueil disparaît. Le mal vient de ceux, dit-il, qui sont aujourd'hui près du roi de France. Là-dessus, je dis, c'est Rangapoulet qui dit, c'est à cause de M. Fulvie que les choses sont ainsi. Il reçoit des pots de vin, puis il fait marcher les affaires en parlant à son frère, le contrôleur général. C'est vrai, dit Dupleix. Au passage, on notera l'intelligence du courtier indien, mais le plus intéressant de cette conversation, c'est qu'elle prouve qu'à Pondichéry, on connaît très bien, et Dupleix mieux que quiconque, que Labourdonnais tient son grade de commandant d'escadre de son ami Fulvie, et qu'il ne peut qu'obéir aux ordres reçus du gouvernement de Louis XV. En même temps, le Breton sait que la prise de Madras est indispensable pour affaiblir les Anglais. Il n'y est donc pas défavorable, mais demande à Dupleix d'en prendre la responsabilité par écrit. Bien entendu, l'autre ne peut pas le faire, car il craint un échec. Labourdonnais va donc assumer seul la décision d'attaquer Madras. Mais cela lui donne alors toute latitude pour gérer les choses à sa manière. Remis de ses fièvres, Labourdonnais part avec ses bateaux à l'assaut de Madras, qui capitule en 2 jours. C'est la liesse populaire à Pondichéry. Et dans sa joie, Dupleix accède à toutes les demandes d'un Rangapoulet pour les Indiens. Rangapoulet ne demande rien pour lui-même. Il sait qu'il recevra de ses compatriotes indiens une grande reconnaissance pour avoir obtenu les bienfaits du gouverneur. Lorsque Dupleix lui demande de trouver un intermédiaire tamoul pour le nommer à Madras, il propose son frère. Celui-ci, à Madras, devient très vite l'ami de Labourdonnais et ne rend plus aucun compte aux représentants français de Dupleix à Madras, d'Espréménil. Et pour cause, Labourdonnais a négocié la capitulation de la ville sous réserve qu'elle soit rendue aux Anglais, moyennant paiement d'une rançon importante. Il se décide enfin à informer Dupleix en lui adressant un courrier.
Rangapoulet témoigne: « Quand il lut cela, M. Dupleix prit une telle colère qu'on ne finira plus de l'écrire. » Et toujours aussi consensuel, Rangapoulet dit à Dupleix, qu'il l'interroge: « Monsieur de la Bourdonnais montre qu'il a l'esprit dérangé. » Il précise aussitôt: « Je lui répondis cela conformément à la tournure de ses idées. » montrant ainsi qu'il ne partage pas le ressentiment de Dupleix contre la Bourdonnais. En effet, la capitulation des Anglais évite la destruction de la ville et la ruine des marchands indiens. Le gouverneur demande à son courtier des explications sur l'attitude de son frère à Madras. Rangapoulet écrit: « Il reprit: « Ton frère n'a pas dû approuver une seule fois ce que la Bourdonnais a fait. Il a dû t'écrire souvent contre lui. » Réponse de Rangapoulet: « Oui, certes, il m'a écrit. » La finesse de sa réponse prouve son intelligence. Dupleix, quant à lui, ourdit une sombre vengeance. « Je ne finirai pas, écrit Rangapoulet, si j'indiquais les lettres que monsieur a écrites en France par les navires. » Quelques jours après, le frère de Rangapoulet arrive à Pondichéry et se rend bien sûr auprès du gouverneur, qui lui demande des comptes sur sa complicité avec le vainqueur de Madras. Réponse du frère: « J'ai marché comme il me l'a ordonné. » Mais voyant que cette réponse ne s'accordait pas avec la pensée de M. Dupleix, il reprit, sans lui laisser le temps de rien dire: « La conduite que M. de la Bourdonnais a menée a été approuvée par tous. » Évidemment, ce n'est pas ce que Dupleix a envie d'entendre. Il accuse désormais ouvertement la Bourdonnais de sympathie avec l'ennemi, avec l'Angleterre, et il exige qu'il dénonce le pacte de restitution qu'il a signé. La Bourdonnais temporise, mais n'est pas un homme à manquer à sa parole. En octobre 1746, devant l'entêtement du gouverneur de Pondichéry à vouloir garder Madras, il décide de remettre le commandement de la place à D'Espréménil. Conformément au pacte, celui-ci aurait dû rendre la ville aux Anglais en mars 1747, puis le Malouin quitte l'Inde avec un seul navire, après être passé récupérer ses affaires à Pondichéry. Le chef militaire français partit. Les troupes musulmanes de Mamoufkhan s'apprêtent à attaquer Madras, puisque Dupleix refuse de la leur remettre comme il l'avait promis. Dans tous ces états, accusant les Indiens de colporter à Pondichéry de fausses nouvelles sur le nombre des futurs assaillants de Madras, Dupleix ordonna de couper les oreilles et de donner 100 coups de rotin aux pions de la poste. Sanction bien cruelle et bien inutile, puisque les soldats laissés à Madras par la Bourdonnais repoussent facilement l'assaut des troupes musulmanes, dont ils écrasent ensuite une bonne partie. Le reste prend la fuite. Pendant ce temps-là, Dupleix recherche des témoignages contre la Bourdonnais. Il le soupçonne d'avoir reçu des Anglais un important pot de vin qu'il aurait partagé avec son frère, Mahé de la Villebague, et quelques amis officiers. Bien entendu, il n'a aucune preuve et se procure des témoignages forcés. Même le supérieur des Capucins s'offusque de constater qu'un important marchand indien soit conduit et enchaîné à la maison du gouverneur. Mais le pire reste à venir, car les Britanniques préparent leur revanche en organisant le siège de Pondichéry. Sans un chef de guerre comme la Bourdonnais, tout reste à craindre. Les missionnaires commencent à déménager. La population doute des capacités de Dupleix et récrimine contre lui, mais surtout contre son épouse, la Begum. D'importants renforts anglais ont maintenant débarqué sur la côte de Coromandel et Dupleix semble complètement dépassé. En fait, les troupes du général Boscawen, le général anglais, mal organisées, vont faire un siège assez mou, pensant affamer la population du comptoir. Et c'est à ce niveau que Dupleix va se montrer un grand chef de ville.
Il imagine même une ruse pour mettre le feu aux navires anglais mouillés dans la rade, afin de les empêcher de tirer sur le fort. Ces avant-postes, formés essentiellement de cipayes et de cafres, résistent bien et causent de gros dommages dans les rangs ennemis. Puis les forces s'équilibrent. Dupleix, toujours craintif, est sous l'emprise de sa femme. Rangapoulet écrit « Il y a 4 mois que M. Dupleix a perdu l'autorité et que Madame l'a prise. » Cette phrase de Rangapoulet est à prendre avec réserve, celui-ci détestant la Begum Jeanne. D'autant plus que les jésuites profitent de la situation pour redemander l'abattage d'une importante pagode qui, selon eux, pourrait constituer un camp retranché pour l'ennemi à proximité du fort. Rangapoulet écrit « Il y a plus de 50 ans que les pères de l'église de Saint-Paul demandent la démolition de la pagode de Vedabouri. Tous les gouverneurs qui ont précédé monsieur disaient « Ceci est un pays tamoul, si on détruit cette pagode, ce sera honteux. » Et ils ont même rejeté un ordre venu, écrit et signé du roi de France. En donnant l'ordre de démolir cette pagode, en écoutant sa femme, monsieur, etc. C'est donc bien la Begum, grande amie des jésuites, qui est la principale instigatrice de cette décision. On comprend mieux la haine que lui voue Rangapoulet. Remarquons au passage son témoignage par lequel tous les gouverneurs ayant précédé Dupleix, notamment Martin, Dumas et Lenoir, ont refusé d'obéir à un ordre allant dans ce sens, même signé du roi de France. La manière dont cette démolition a lieu est inadmissible, surtout de la part de prêtres catholiques. Le témoignage de Rangapoulet est sans nuance. Lorsque les Mahanatars, les prêtres hindous, arrivèrent à la pagode avec les hommes pour emporter leurs affaires, les pères de l'église de Saint-Paul excitèrent les cafres, les soldats et les parias à les battre. Et sans les laisser entrer dans la pagode, ces pères ayant pris des bâtons leur donnèrent à chacun une 20aine de coups. Arriva le père de Carital, nommé Cœurdou, qui frappa du pied sur le lingam, puis le brisa en morceaux à coups d'un gros marteau qu'il tenait à la main. Ensuite, excitant les cafres et les blancs, ils leur firent briser la statue de Vishnu. Le gouverneur Dupleix a demandé de faire évacuer le temple tamoul, trop près des murs du fort, pas de le profaner ainsi et de violenter les hindous. Les jésuites apparaissent donc non seulement sectaires mais dangereux, car de telles méthodes ne peuvent que provoquer une grande haine chez les Indiens, dont les Français ont particulièrement besoin durant cette période de siège. Les Anglais se sont rapprochés du centre de Pondichéry et commencent à y envoyer les premières bombes à partir du 10 septembre. Pourtant, à la fin du mois, ils perdent pied dans leur position d'attaque et fuient devant les charges des soldats français, cafres et cipayes surtout, à l'extérieur du fort. Malheureusement, le général Boscawen reçoit d'autres renforts. Trop tard pour lui. La saison de la mousson arrive et enlise les Britanniques, qui finissent par avoir de très grosses pertes en hommes sur les attaques éclairs des cipayes. Dupleix fait alors preuve d'une fermeté exemplaire, soutenant sa population et ne désespérant jamais. Dès la mi-octobre 1748, les Anglais se retirent piteusement et réembarquent leurs troupes après 40 jours de siège. Pondichéry a tenu. Dupleix a gagné et voit sa renommée grandir dans toute l'Inde du Sud. C'est à partir de là, et non de la prise de Madras, restituée peu de temps après par un traité de paix franco-anglais, qu'il va pouvoir se lancer dans des conquêtes de grande ampleur sur le Décan, faisant de lui le plus célèbre des gouverneurs français de l'Inde. Mais Dupleix possède aussi d'autres qualités humaines qu'il tient de l'éducation qu'il a reçue dans sa famille ou à l'école, en Bretagne, mais surtout intrinsèque au milieu humain où il a passé toute son enfance et son adolescence. Ananda Rangapoulet relate un fait divers qui n'est pas sans importance. Un sous-marchand notaire, appelé M. Coquet, avait bu du vin et s'en revenait ensuite à sa maison. Dans cette rue, il entra dans une maison et voulut voir s'il y avait des femmes.
Comme il faisait noir, il prit dans le foyer un tison qu'il agita. Une fille qui était là sortit en courant. Il lui courut après, perdant ses souliers. Alors les Indiens qui étaient là le prirent et tous ensemble le battirent au point de lui arracher ses vêtements. Et après l'avoir bien battu, le portèrent chez le petit monsieur où ils le laissèrent. On dit qu'il ne pourra pas se rétablir des coups qu'il a reçus et qui lui ont fendu la tête. Quand monsieur le gouverneur a pris cette affaire, il dit « Si un blanc entre chez un Indien pour prendre des femmes, demeure-t-il tranquille ?» Les Indiens ont fait un bon ouvrage. C'est Duplessis qui dit ça. On a ici l'image d'un gouverneur français qui désavoue un de ses concitoyens, pourtant officier public, un blanc, parce que celui-ci a tenté de violer une femme de couleur. Des Indiens l'ont très sévèrement rossé, mais Duplessis leur donne raison, sans tenir compte du rang de la victime ou de la race de ses justiciers. Cette réaction est remarquable pour l'époque. Bien sûr, Duplessis a épousé une métisse dravido-portugaise, ce qui peut expliquer son penchant naturel envers les femmes indiennes. Mais ce qu'il défend avant tout, il le dit lui-même, c'est le droit à la tranquillité des Indiens. Beaucoup d'Européens de son temps, et tant d'autres longtemps après, ont eu des comportements blâmables, entachés de racisme et d'inhumanité envers les peuples qu'ils ont colonisés. Beaucoup de gouverneurs français, outre-mer, ne furent pas des exemples d'humanisme. Duplessis fait exception. C'est tout à son honneur. Il a un réflexe égalitaire que je rattache sans hésitation à sa culture celtique de son enfance. Son rappel vers la métropole en 1754 montre au contraire que Louis XV et ses ministres se soucient très peu d'humanisme ou d'une quelconque générosité envers les Indiens. Au XVIIIe siècle, il y a bien en France une grande différence de mentalité entre Paris, Versailles et les provinces de l'Ouest, surtout concernant les notions d'égalité et de respect des droits collectifs. Le premier indianiste français, Anquetil Duperron, affirme en 1762 que c'est Duplessis qui avait raison. Ses conquêtes dans le Décan reposant sur des alliances sûres, dont témoignent encore les contractants indiens, moghols et maraths. Et voilà ce qu'il écrit. Cette lecture montrera clairement la fausseté de ce que l'on a avancé contre M. Duplessis. C'est lui, dit-on, qui le premier s'est déclaré conquérant dans l'Inde et qui a allumé une guerre ruineuse à la Compagnie. Je réponds que ce grand homme n'a fait que prévenir les Anglais qu'ils l'auraient devancé si leurs affaires le leur auraient permis. La conduite de M. Duplessis à l'égard de Chanda Shahid, notre attachement constant aux intérêts de Salah Bedzang, ont fait regarder les Français comme des guerriers généreux, sur la parole duquel un prince malheureux pouvait compter. C'est ce préjugé honorable pour la nation qui nous a soutenus dans le Décan et à la cour de Delhi. Malgré l'étendue de nos conquêtes et les maux qu'elles ont pu entraîner, jamais il ne nous est arrivé rien de pareil au massacre des Anglais à Calcutta et à Patna. Les Maraths eux-mêmes, peuple fier et ennemi des Moghols, ne voulurent traiter en 1751 et 1753 avec le Souba du Décan que sous la garantie de M. Debussy, et ils déclarèrent en 1757 que le Moghol devait la paix au mérite personnel des Français et de celui qui les commandait, Duplessis. Et je terminerai cette analyse par la réflexion d'un historien anglais, Mill. Il écrit « La Compagnie française des Indes ruina en quelques années les seuls hommes éminents qu'elle avait placés à la tête de ses affaires dans l'Inde, la Bourdonnais, Duplessis et Lally. Thomas Arthur de Lally Tollendal est envoyé à Pondichéry pour remplacer Godeheu qui avait remplacé Duplessis. Lally est né en France mais a des origines irlandaises. Son échec dans la tentative de reprise de Madras en 1758
et la capitulation de Pondichéry 2 ans plus tard lui valent d'être condamné à mort à son retour à Paris. La France ne lui pardonnera pas cette défaite et l'accusera de trahison, eu égard à ses origines irlandaises. La France venait de perdre la totalité de l'Inde. On avait besoin d'un bouc émissaire et Lally n'avait pas assez d'amis à la cour pour éviter un procès en trahison. Tout autre que lui serait resté sagement en Angleterre, mais Lally donna sa parole et fut autorisé à revenir en France pour se défendre. Alors, il est jugé et décapité en place publique en 1766. Juste avant, quand il apprend son exécution prochaine, il essaie de se suicider publiquement en se poignardant. Quand on lui lut ce mot, trahison, Lally entra en fureur, prit un couteau, se poignarda. Il ne put se tuer. On l'emmena hurlant. Il est âgé de 64 ans. On lui mit un bâillon. On le mit dans un tombereau. On le frappa. On le manqua. Et enfin, on lui scia la tête. Image insoutenable, révoltante aux yeux de beaucoup de gens. L'Irlandais n'est pour rien dans le désastre qui a amené la France à tout perdre en Inde. Elle qui avait les meilleurs atouts pour réussir, grâce au Labourdonnais Dupleix, voire Lally. 3 personnages valeureux que Paris va soupçonner, désavouer, ruiner ou tuer par esprit de supériorité de race et de sang. Les nobles de Versailles, se disant héritiers des Francs, ne pardonnent rien à cette géniture celtique qu'ils jugent indigne de confiance et de respect. Sous l'Ancien Régime, à cause d'eux, le droit à l'égalité et à la justice n'est certes pas français. Pour l'historien Audreyre, ce sont les guerres de Louis XV sur mer et non celles de Dupleix en Inde qui ont ruiné la compagnie. Il reste, Dupleix, le gouverneur le plus regretté par les Indiens eux-mêmes. Jean Massonneau en témoigne. 2 mois après l'arrivée de Godeheu est parti M. Dupleix, ce qui causa un grand trouble parmi les peuples du pays. Plus de 10 000 personnes couchées sur le bord de mer à l'attendre embarqué à 4 heures du matin. J'ai entendu un cri général de tout le peuple, de regret de perdre un si grand homme. J'ai vu des Moghols couchés sur le rivage, ayant la bride de leurs chevaux passée dans le bras. Et quand M. Dupleix a passé pour embarquer, j'ai entendu un si grand cri que j'avais été effrayé de voir tout le monde les larmes aux yeux. On regrette Dupleix pour son efficacité à contrer les Anglais, hautains et sans scrupules, pour la souplesse de l'administration mise en place dans les provinces conquises par les Français, le système de protectorat, pour son respect de l'ordre ancien et des cultures locales. Mais on le loue surtout pour la bonne mentalité qu'il a instituée à Pondichéry, où règne le calme et le sentiment de sécurité. Selon les témoignages recueillis par Massonneau, le vol aux magasins et les trafics d'argent y sont complètement absents. Et le plus grand des gouverneurs a encore une autre qualité, qui n'est pas négligeable, celle d'avoir un tempérament d'artiste et d'être très ouvert à la culture indienne. Au Bengale, Dupleix, qui ne se sépare jamais de sa viole de gambe, monte ce qu'il appelle son petit orchestre, sa symphonie. Il fonde également une association de chevalerie où on se réjouit à merveille. Les fêtes indiennes suscitent la curiosité, mais rares sont les Européens qui cherchent à en pénétrer les arcanes. Dupleix leur reproche leur ignorance des mœurs du pays. Il n'est pas seulement gouverneur, mais il est également artiste et homme de culture, et particulièrement de la culture des autres.